Pourquoi quelqu'un enterrerait-il une flotte entière de navires de guerre au milieu du désert, à des kilomètres de la moindre goutte d'eau? Et que fait une forteresse gigantesque, cachée au fond du Nil? L'Égypte que vous connaissez, des pyramides et du sable, n'est que la surface. Mais imaginez une seconde. Et si nous pouvions tirer un drain gigantesque au fond de la Méditerranée? Et si la technologie pouvait rendre les dunes du Sahara transparentes? Aujourd'hui, la science-fiction est devenue réalité. En utilisant des scanners qui pénètrent la roche et des drainages numériques qui vident les océans, nous sommes sur le point de voir l'invisible. Oubliez les légendes. Ce que nous allons révéler maintenant, ce sont des données physiques, le légendaire phare d'Alexandrie, des forteresses qui défient la logique militaire et des machines de résurrection cachées. Il existe une règle ici. L'Égypte ne construisait pas seulement pour le présent. Il construisait pour contrôler l'éternité. Et les preuves viennent tout juste d'apparaître. L'Égypte antique n'était pas seulement une civilisation. C'était un phénomène qui a duré 3 millénaires. Ils ont maîtrisé l'écriture, se sont prosternés devant des dieux au visage d'animaux et ont érigé des structures que l'ingénierie moderne lutte encore à comprendre. 2 des 7 merveilles originales sont nées ici. Les pyramides de Gizeh sont toujours debout, défiant le temps. Mais il y en avait une autre. Une structure qui, selon les anciens, définissait ce que signifiait être une merveille. Ingéniosité technique, échelle colossale et une audace sans précédent. Nous parlons du phare d'Alexandrie. Connu sous le nom de Pharos, il rivalisait avec les jardins suspendus et le colosse de Rhodes. De toutes ces légendes, seules les pyramides sont restées. Cependant, alors que nous drainons numériquement le delta du Nil, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Des eaux sombres qui entourent le port, l'architecture perdue commence à respirer de nouveau. Mais respirer ne signifie pas avoir du sens. Aucune autre structure de l'Antiquité n'a tenté de soutenir presque 100 mètres de hauteur, exposée à des vents marins constants, au sel corrosif et à une activité sismique fréquente. Même aujourd'hui, les phares modernes exigent une maintenance continue et des matériaux avancés. Le phare d'Alexandrie a fait cela pendant plus de 1500 ans, sans acier, sans béton armé, sans moteur. Ce n'était pas seulement de l'architecture monumentale, c'était de l'ingénierie à risque extrême. Pour la première fois depuis des siècles, nous avons la chance d'entrevoir ce que les anciens voyaient. Le phare n'était pas seulement haut, c'était une révolution. Des récits de l'époque suggèrent que sa lumière pouvait être vue à presque 50 km au large, une étoile artificielle guidant les navigateurs. Construit au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il était le joyau de la couronne d'une nouvelle capitale, fondée par le conquérant qui a redessiné la carte du monde, Alexandre le Grand. À cette époque, Alexandrie n'était pas seulement une ville, c'était le centre de l'univers. Alexandrie concentrait le pouvoir, la connaissance et le commerce à un niveau qu'aucune autre ville du monde antique n'a réussi à répéter. Et les nouveaux pharaons avaient besoin d'un symbole. Il ne suffisait pas d'être puissant, il fallait paraître omnipotent. Le phare était ce cri de pouvoir, un panneau publicitaire gigantesque de pierre disant « Bienvenue au centre du monde ». Mais la gloire est éphémère. Avec le déclin de la puissance égyptienne, le phare a succombé. La terre a cédé, la mer a avancé et au XIVe siècle, un tremblement de terre final a scellé son destin. On croit que les restes de cette merveille reposent ici, à 7 mètres de profondeur, à l'embouchure du port. Mais ce n'est que le début de l'enquête. Une équipe d'élite d'archéologues français a plongé dans cette obscurité pour sauver la magnificence perdue. Une architecte qui a consacré 2 décennies à ce mystère dirige la chasse. Pour elle, ce n'est pas seulement de la science. Seulement, trouver n'est pas la même chose que comprendre. Sous l'eau, le temps est court. La visibilité est instable et chaque mouvement soulève un nuage de sédiments qui efface tout. Vous ne voyez pas une merveille submergée comme dans un musée. Vous la chassez comme un animal caché. Et souvent, la différence entre une colonne et une pierre ordinaire est un contour de quelques centimètres avant que l'eau n'engloutisse de nouveau la scène. Des blocs de granit massifs, sculptés avec une précision chirurgicale, surgissent de la vase. Ce ne sont pas des pierres naturelles. Ce sont des indices. Mais le travail d'Isabelle affronte un ennemi formidable, l'histoire elle-même. Les récits anciens sont contradictoires.
presque mythologique. Voyageurs et artistes, au fil des siècles, ont dessiné le phare de formes inconciliables. Certains le voyaient comme la tour de Babel, d'autres comme un complexe de temples flottants. Où finit le mythe et où commence l'ingénierie? La vérité est cachée dans les blocs submergés. Pour séparer le fait de la fantaisie, l'équipe a recours à la photogrammétrie. Il capture des dizaines de milliers d'images, créant une carte numérique de chaque centimètre du site archéologique. C'est un travail de patience infinie. Après des mois de travail patient, des milliers d'enregistrements commencent à révéler un motif impossible à ignorer. À mesure que la mer recule devant les données, le fond du port expose une architecture que personne ne voyait depuis 600 ans. Presque 3000 pièces d'un casse-tête titanesque éparpillées sur un hectare. Et ce détail est plus inquiétant qu'il n'y paraît. Des structures colossales ne deviennent pas 3000 pièces par hasard. Cela suggère un effondrement par étapes, une réutilisation systématique et possiblement une démolition dirigée pour construire autre chose par-dessus. Le phare n'a pas disparu comme une légende qui s'éteint. Il a été démonté par l'histoire, bloc par bloc, jusqu'à ce qu'il ne reste que le silence au fond du port. Des bases de statues, des fragments de colonnes, des débris d'une grandeur oubliée. Le phare d'Alexandrie, caché pendant 600 ans, émerge à la lumière numérique. Et la première grande révélation change tout. En analysant les blocs exposés, Isabelle remarque quelque chose de crucial sur la géométrie de la tour. Contrairement à de nombreuses illustrations fantaisistes, il n'y a pas de preuve de mur incliné à la base. Les murs étaient droits. C'est la première donnée physique concrète, un coup contre des siècles de spéculation. Mais le casse-tête de 3000 pièces est encore incomplet. De nombreuses parties ont été volées, réutilisées ou emportées dans des musées. Cependant, la clé pour comprendre l'échelle du monstre pourrait être juste là, ignorée sur le quai. Isabelle identifie un fragment colossal. C'est le côté d'un portail. Ce n'est pas seulement une pierre, c'est l'empreinte digitale de l'entrée. Le sillon sculpté dans le granit est inconfondable. En croisant les données de ce fragment avec les pierres qui sont encore au fond de la mer, l'équipe fait une connexion choquante. Les pièces s'alignent. En joignant ce géant de 12 mètres avec les débris submergés, la porte du phare renaît. Imaginez une entrée de 12 mètres de hauteur, composée de blocs qui pèsent 200 tonnes. Elle était conçue pour humilier quiconque la franchissait, réaffirmant la petitesse de l'homme devant l'État. La technologie nous permet de marcher de nouveau à travers ce portail. Mais si la porte était ainsi, comment serait le reste de la tour? Chaque mètre au-dessus de cette porte augmentait exponentiellement le danger structurel. Une erreur de calcul minime, une faille dans la distribution du poids, et la tour entière s'effondrerait sur le port. Il n'existait pas de calcul structurel comme nous les connaissons aujourd'hui. Il n'existait pas de simulation. Pourtant, quelqu'un a pris le risque d'ériger un colosse qui défiait non seulement la mer, mais la mathématique même de l'époque. La recherche de la forme réelle continue. La majorité des historiens s'accordent sur un point. Le phare avait 3 niveaux distincts. Isabelle tourne son attention vers le fort de Kite Bay, une forteresse médiévale construite sur les ruines du phare. Là-dedans, caché à la vue de tous, pourrait se trouver le plan original. La mosquée du fort possède une structure curieuse, une base carrée, un milieu octogonal et un sommet circulaire. Serait-ce une coïncidence? Ou les architectes médiévaux ont-ils copié le design de la ruine qui gisait sous leurs pieds? Pour prouver cette théorie, il faut des mathématiques pures. Des textes de 1166 et des récits postérieurs comme ceux d'Ibn Battuta offrent des nombres, mais en unités éteintes. Coudées, palmes. Personne ne savait exactement combien cela mesurait, jusqu'à maintenant. La découverte de l'encadrement de la porte a fourni la pierre de Rosette des mesures. L'épaisseur du mur de granit correspond exactement aux 10 palmes décrites par Battuta. Soudain, la conversion est possible. Les nombres médiévaux gagnent une précision millimétrique. La tour s'élève de nouveau dans les modèles 3D, 3 niveaux, revêtus de calcaire blanc brillant, atteignant presque 100 mètres de hauteur. Un gratte-ciel de 32 étages dans l'Antiquité. Au sommet, un feu et un système de miroirs qui projetaient la puissance de l'Égypte à travers la nuit. Mais ici réside une question dangereuse. Un miroir assez grand pour lancer de la lumière à des dizaines de kilomètres n'est pas un détail poétique. C'est un problème de matériaux, de polissage,
d'alignement et de maintenance. Si c'était seulement du feu, la lumière se perd à l'horizon. Si c'était de la réflexion, alors quelqu'un maîtrisait des surfaces hautement polies à une échelle monumentale, exposées au vent salé de la Méditerranée. Et cela change ce que nous pensons qu'ils étaient capables de fabriquer. Mais le phare n'était que la sentinelle. Il gardait l'entrée vers quelque chose de beaucoup plus grand, le fleuve Nil. L'artère vitale qui s'étend sur 6000 kilomètres, déchirant le désert et permettant la vie. Sans ces crues, l'Égypte ne serait que sable et silence. C'est cette boue noire qui a construit l'Empire. Mais à 9 kilomètres du fleuve, sur un plateau aride où l'eau n'est qu'un souvenir lointain, l'équipe de Matthew Adams a trouvé quelque chose qui ne devrait pas exister. Si le phare contrôlait le mouvement des vivants entre terre et mer, ce que Matthew Adams a trouvé contrôlait le mouvement entre vie et mort. En Égypte, rien n'était construit sans fonction symbolique. Toute ingénierie était aussi un rituel. Et ces navires n'étaient pas là par accident. Ils étaient positionnés avec une précision presque cérémonielle. Ils les appellent les navires d'Abydos, une flotte fantôme stationnée au milieu du néant absolu. Un archéologue qui a passé 30 ans devant cette anomalie s'étonne encore. En regardant le désert plat, il est impossible de concevoir que, sous le sable, repose l'une des découvertes les plus déconcertantes de l'archéologie. 14 bateaux, préservés pendant 5 millénaires, intentionnellement enterrés loin de l'eau. Ils ne se sont pas échoués là. Ce ne fut pas une inondation biblique. Le Nil n'est jamais arrivé aussi loin. Alors comment ont-ils atterri là? Et plus important, pourquoi? Pour résoudre cela, l'équipe doit regarder d'en haut. Des satellites et des scanners commencent à balayer le terrain, retirant numériquement chaque grain de sable pour révéler le paysage caché que le désert d'Abydos ne livre pas ses morts facilement. Mais quand le sable est balayé, ce qui émerge n'est pas seulement de l'archéologie, c'est une anomalie temporelle. 14 coques colossales rompent la surface. Et le plus étrange n'est pas que le bois ait survécu, c'est l'intention dans l'arrangement. L'alignement n'est pas beau, il est discipliné, comme si chaque bateau occupait un poste désigné, comme si le désert était un port imaginaire. Quand vous réalisez cela, la question change. Ce n'est pas comment sont-ils arrivés ici, c'est quel type d'esprit avait besoin qu'ils restent exactement ainsi pour toujours. Ce ne sont pas des débris aléatoires. Le bois, préservé contre toute probabilité, raconte une histoire d'ingénierie de précision. 18 mètres de longueur chacun, alignés dans une formation militaire silencieuse, pointant vers un horizon où il n'y a pas d'eau. Nous sommes devant la flotte la plus ancienne jamais récupérée, mais son existence défie la logique géographique. Qui servait cette armada fantôme? L'analyse structurelle élimine tout doute sur la sophistication technologique. Oubliez les canoës primitifs ou les radeaux de jonc. Ce sont les cuirassés de l'âge du bronze. Conçus pour 30 rameurs, construits avec des planches de bois importées et cousus avec une complexité qui frôle l'art. Il y a 5 millénaires, posséder une telle flotte sur la terre ferme était l'équivalent de stationner des chasseurs de dernière génération dans un garage souterrain. Même aujourd'hui, déplacer des embarcations de cette taille exige des grues industrielles, des rails renforcés et une planification logistique avancée. Ici, il n'y a pas de vestiges de rampes permanentes, de canaux ou de pistes fluviales anciennes. Cela signifie que chaque navire a été transporté délibérément, démonté ou traîné sur des kilomètres, juste pour ne jamais naviguer. Dans l'Égypte antique, une telle extravagance n'avait qu'un seul nom possible. Seul un pharaon possédait les ressources pour commander cette technologie de pointe et, dans un acte de pouvoir absolu, l'ensevelir pour toujours. Mais qu'est-ce qui motiverait un roi à condamner sa marine à la poussière? À côté de ces géants endormis, les ruines d'une structure en adobe commencent à fournir le contexte religieux nécessaire. Matthew Adams, en enquêtant sur le périmètre, remarque qu'il ne s'agit pas d'un dépôt, mais d'un temple à ciel ouvert, des vestiges de céramique, d'anciennes offrandes de bière et de nourriture, tout pointe vers un culte centré sur la figure divine du monarque. Ces navires n'étaient pas un moyen de transport, c'étaient des offrandes liturgiques, des pièces d'une machine théologique complexe, qui opérait 2 siècles avant que la première pierre de la Grande Pyramide ne soit posée. Le détail le plus fascinant, cependant, réside dans la finition. Quand ces bateaux ont été laissés là, ils ne sont pas restés exposés.
Chacun a été encapsulé dans un sarcophage de briques qui imitait la courbe de la coque, scellé et couvert de plâtre blanc brillant. Imaginez la scène sous le soleil impitoyable du désert égyptien. 14 formes blanches, resplendissantes, visibles à des kilomètres de distance. C'étaient des phares de foi, signalant l'omnipotence du pharaon. Mais la vraie question demeure, vers où devait-il naviguer s'il n'y avait pas de rivière? La réponse gît à 1,5 km de là, dans une nécropole souterraine. C'est la tombe de l'un des rois fondateurs. L'architecture de la mort ici est brutale et directe. Le complexe a été dessiné pour faciliter la transition du roi de ce monde vers le prochain, garantissant que sa vie après la mort soit aussi opulente que son règne terrestre. Et cela incluait quelque chose de perturbant. Des chambres adjacentes révèlent les restes de serviteurs et de courtisans. Ils ne sont pas morts de cause naturelle. Ils ont été sacrifiés rituellement. La logique était terrible et implacable. Le roi avait besoin de sa suite dans l'au-delà. Tout comme les serviteurs ont été tués pour servir, la flotte a été tuée et enterrée pour que le pharaon puisse naviguer sur le Nil céleste pour l'éternité. Abydos n'est pas seulement un cimetière, c'est le point zéro de l'obsession égyptienne pour l'immortalité. Il n'y avait pas de deuil dans ce processus. Il n'y avait pas d'hésitation. La mort était logistique. Le pharaon n'espérait pas qu'on se souvienne de lui. Il espérait continuer à gouverner. Chaque serviteur enterré, chaque bateau scellé était un engrenage activé dans une machine métaphysique qui ne fonctionnait qu'avec un sacrifice réel, irréversible et absolu. Mais ce que nous voyons en surface n'est que la couverture du livre. La technologie de magnétométrie, capable de lire les cicatrices magnétiques dans le sous-sol, révèle que le désert cache une métropole de cadavres. Où les yeux voient du sable, les capteurs voient des murs. Le scan expose une vaste cité des morts, un complexe funéraire invisible qui s'étend sur des hectares. Le retrait numérique du sable révèle au moins 10 complexes royaux souterrains. Nous marchons sur la nécropole originale, le prototype de ce qui deviendrait la vallée des rois des millénaires plus tard. Et l'emplacement n'est pas accidentel. Tout est positionné à l'embouchure d'un défilé naturel, une fente dans les montagnes, que les anciens croyaient être le portail physique vers le monde souterrain. Le soleil couchant, mourant à l'ouest, indiquait le chemin, et cette flotte était prête à emmener son maître à travers cette gorge, vers l'éternité. Cette tradition de bateau funéraire résonnerait à travers les siècles, depuis la barque solaire de Khéops jusqu'aux miniatures dans la tombe de Toutankhamon. Mais pendant que les morts naviguaient dans les cieux, les vivants avaient besoin de protéger ce qu'ils avaient sur terre. Si nous suivons le cours du Nil vers le sud, le récit change du mysticisme vers la force brute. Le drainage numérique des eaux retenues par le barrage d'Assouan expose une ligne de défense que l'histoire a oubliée. Pas des temples, mais des forteresses. 15 bastions colossaux qui défient l'image d'une Égypte pacifique. Ces forteresses n'ont pas été érigées par peur immédiate d'invasion, mais pour empêcher toute possibilité future d'autonomie. L'Égypte ne réagissait pas aux menaces, elle les anticipait. Chaque bastion fonctionnait comme un nœud dans un réseau de surveillance, de taxation et d'intimidation permanente. Ces structures, submergées depuis 50 ans sous le lac Nasser, représentent la plus grande opération d'ingénierie militaire du monde antique. Elles étaient la réponse de l'Égypte à une menace qui venait du sud, la Nubie et le royaume de Couche. À la frontière du Soudan, une autre excavation révèle le degré de la paranoïa impériale. Huronarti n'est pas un palais, c'est une machine de guerre. Des murs épais, des tours de surveillance, des renforts structurels en bois insérés dans la maçonnerie. C'était la fin du monde connu. Pour un Égyptien, être là, c'était être au bord du chaos, faisant face à une terre hostile et à un peuple guerrier qu'il craignait profondément. Cependant, Huronarti n'est qu'un poste avancé, si on le compare au monstre qui gît au fond du lac. Quand nous drainons le Nil virtuellement, la forteresse de Buen surgit de la boue comme un léviathan. L'échelle est terrifiante. Avec une surface 20 fois plus grande qu'Huronarti, Buen possédait des murailles de 11 mètres de hauteur et un périmètre d'1,5 km. Mais ce qui choque les experts n'est pas la taille, c'est le design. Buen possède des fossés secs, des créneaux défensifs, des ponts-levis et des meurtrières avec des angles de tir de 180 degrés. Ce sont des caractéristiques
que nous ne verrions que dans les châteaux médiévaux d'Europe, 3000 ans plus tard. Les Égyptiens ont inventé l'architecture de châteaux bien avant le Moyen Âge. Cette découverte crée un problème sérieux pour le récit traditionnel de l'évolution militaire. Si ces solutions défensives existaient déjà ici, alors l'Europe médiévale ne les a pas inventées. Elle les a seulement redécouvertes. La connaissance n'a pas avancé en ligne droite. Elle a été interrompue, oubliée et reconstruite des siècles plus tard. L'inscription du pharaon Sésostris III, trouvée dans la région, ne laisse aucun doute sur l'intention. C'est un texte de pure propagande et de guerre psychologique, décrivant l'ennemi comme lâche et détaillant l'incendie des récoltes et la capture des femmes. Le message était clair. Ceci est maintenant l'Égypte. Les forteresses ont transformé le Nil en une barrière infranchissable. Mais ici réside le paradoxe. Les excavations à Buën montrent très peu de signes de bataille réelle. Si ces murailles étaient si formidables, pourquoi n'y a-t-il pas de cicatrices de grands sièges? Parce que, parfois, la meilleure guerre est celle que personne n'arrive à mener. Des forteresses comme Buën peuvent avoir été moins un bouclier et plus un avertissement permanent. Un théâtre de pouvoir, assez haut pour intimider, assez organisé pour taxer, et assez brutal pour rendre la rébellion économiquement non viable avant même qu'elle ne commence. La réponse est cachée à l'intérieur de la citadelle, pas dans les murailles, mais dans les entrepôts. Des silos à grains gigantesques, capables de nourrir des armées beaucoup plus grandes que la garnison locale. L'Égypte ne se défendait pas seulement, elle contrôlait un flux vital. La marchandise qui passait par là était plus précieuse que la vie elle-même. L'or. Les mines de Nubie étaient le coffre-fort du pharaon, la source de l'éclat éternel des sarcophages. Les 15 forteresses fonctionnaient comme un système de douane militarisé, garantissant que chaque gramme d'or soit canalisé vers l'État. C'était le Fort Knox de l'Antiquité, un monopole commercial imposé par la pointe de la lance. À l'intérieur de ces murailles, une société entière fleurissait. Des casernes organisées, des dortoirs qui pouvaient abriter des milliers de soldats, de scribes et de bureaucrates. C'était une ville dans une forteresse, une machine administrative et militaire vibrante, opérant à la limite de la civilisation. La capacité de projeter le pouvoir à 300 km de la maison, de soutenir 10 000 hommes et de contrôler le flux de richesses d'un continent entier est un exploit d'organisation qui rivalise avec la construction des pyramides. L'héritage laissé sous le sable et sous l'eau n'est pas seulement de pierre et d'or, mais d'une ambition humaine qui refusait d'accepter des limites, que ce soit dans la géographie du Nil ou dans la frontière finale de la mort. Et tandis que la technologie moderne continue d'éplucher les couches du temps, la sensation est que l'Égypte ne nous a pas encore raconté son histoire complète. Chaque couche retirée révèle non seulement des monuments, mais des décisions conscientes, enterrer des navires, couler des forteresses, sceller des villes entières sous le sable et l'eau. L'Égypte n'a pas perdu son passé par hasard, elle l'a caché. Et peut-être la question la plus inconfortable n'est-elle pas ce qui est encore enterré, mais pourquoi c'est seulement maintenant que nous commençons à le déterrer?